Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue au stand virtuel organisé par l'AEDIN dans le cadre de sa demi-journée consacrée au métier du droit international. Donc, ces stands précèdent la conférence qui aura lieu à partir de 17 heures avec des intervenants notamment qui se dédient au domaine associatif, ou le domaine de l'advocature et la fonction publique internationale. Donc ces stands-là de 14 heures à 17 heures auront notamment pour but et objectif de présenter le bureau en tant que tel, leur perspective professionnelle, leur formation, et de répondre à vos questions concernant les formations du droit international. Donc je me présente, Seyon Kanaga-Soriar, responsable projet de l'AEDIN, actuellement en première année de thèse à Nanterre sous la direction du professeur Mathias Forteau sur le sujet de l'éthique en droit international. Donc j'ambitionne de devenir par la suite enseignant-chercheur et pourquoi pas être conseil pour les États dans le cadre d'un contentieux interétatique. Donc je laisse la parole à présent à ma collègue et enfin, ma camarade de bureau de l'AEDIN, Aurore. Bonjour, moi c'est Aurore Marius-Isaac. Dans le bureau, je suis co-responsable du pôle communication et je suis en Master 2, du Master théorie et pratique du droit international et européen. Je vais commencer en avril un stage à la CIMAD, donc en droit des étrangers, pour une durée de 5 mois. Et pour le futur, j'envisage de travailler dans le même genre de structure que la CIMAD ou plutôt dans le milieu associatif en tant que soit juriste, soit voilà, en tant que personne qui connaît le droit en tout cas. Donc voilà, c'est pas hyper précis, mais c'est à peu près ça mon projet. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le master, mais sur les débouchés aussi. Alors nous avons 10 spectateurs pour le moment. Ça commence doucement à se remplir. Alors, première question d'Anna Grisman. La thèse, un passage obligé pour réussir dans le droit international. Belle question qui taraude l'esprit de nombreux internationalistes, étudiants internationalistes. La thèse n'est pas un passage obligé pour réussir dans le droit international. Ce n'est pas un prérequis pour intégrer un domaine associatif, une ONG qui se consacre au droit international, des droits de l'homme, droit de l'environnement. La thèse est surtout un prérequis pour toute vocation académique, à savoir pour devenir enseignant-chercheur, maître de conférence ou professeur agrégé. C'est un passage obligé pour cette voie professionnelle-là. Sinon, on peut très bien réussir une carrière sans faire de thèse internationale et je vous invite notamment à assister à la conférence de tout à l'heure qui présentera de nombreux intervenants qui n'ont pas fait de thèse et qui ont réussi en droit international. Quels sont les débouchés que vous voulez nous présenter? Déjà ici, on a tous les deux des perspectives différentes, donc ça montre déjà des débouchés qui sont très différents. D'une part la thèse et donc ensuite la recherche. Et pour ma part, rien à voir, plutôt le milieu associatif. Sinon, comme type de débouché, il y a aussi forcément travailler par exemple dans des structures telles que les organisations internationales. Toujours possible aussi de passer le CRFPA. Il y a même certains dans notre promotion cette année de Master 2 qui souhaitent passer aussi l'ENM, la magistrature. Donc voilà, c'est des débouchés qui sont possibles aussi avec un tel master. Et pourquoi pas également tenter des concours internes de la fonction publique au MAE, cadre général, cadre d'Orient, qui permettent de devenir diplomate. Donc il y a plusieurs types plusieurs débouchés possibles. À vous de nous demander également quels sont les débouchés qui vous intéressent. On pourra peut-être vous renseigner également sur des futurs choix que vous désirez prendre. Et d'ailleurs, la conférence aussi de ce soir nous montre souvent qu'il y a beaucoup de débouchés qu'on ignore.
et des métiers qu'on découvre qui peuvent nous intéresser, qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours aussi intéressant de découvrir parce qu'on ne connaît pas tout non plus, même si on a fait partie du master et qu'on nous a présenté déjà beaucoup des débouchés possibles. D'autres questions du public? Il y a aussi un débouché que les étudiants ignorent souvent, c'est ce qui concerne les LLM. Les LLM, c'est une perspective, enfin, c'est dans la continuité des masters, c'est notamment des formations proposées par des universités étrangères dans un domaine bien spécifique, type droit de la mer, droit de l'environnement, droit de l'homme, et qui permettent notamment d'accroître ses compétences linguistiques en travaillant sa spécialité dans une langue étrangère. Donc c'est également un débouché possible. Alors, Ouais. plusieurs questions. Savez-vous si dans le milieu associatif, il y a beaucoup de demandes débouchées en termes de conseillers juridiques plutôt axés sur le DIH et les droits humains? Bah, sur le métier en tant que tel de conseiller juridique, précisément sur ce métier-là, je ne sais pas spécialement. Par contre, dans ce genre de domaine et dans le milieu associatif, il y a quand même beaucoup de demandes, rien que par rapport aux recherches de stage qu'on a pu effectuer, nous, en Master 2. Il y a quand même beaucoup de travail dans ce domaine-là. Et moi, dans le cadre du Master, je fais aussi partie de la clinique Euclide, qui est une clinique de droit, et dans lequel, en fait, c'est quasiment que du milieu associatif. En fait, ce sont des associations, ONG ou autres, qui nous font des commandes pour les étudiants. Et donc, on travaille toute l'année avec un partenaire. Moi, je travaille par exemple avec Laser. Et donc, voilà, ils nous fournissent un travail à réaliser sur l'année pour les aider dans leur travail à eux. Et c'est quand même souvent des IH ou droits humains. Et il y a quand même vraiment beaucoup de débouchés. Et surtout, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fonction de peut-être d'une cause qui vous touche plus qu'une autre, ou voilà, en fonction de vos goûts et de vos valeurs, vous pouvez trouver vraiment du travail. Je pense que c'est vraiment un milieu dans lequel il y a beaucoup de demandes et de débouchés. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un milieu où il y a de quoi faire. Voilà. Oui, oui, il y a des débouchés possibles dans le milieu associatif. Après, il ne faut pas non plus se cantonner au territoire français, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine droit international qui vise enfin, un droit qui est connu par tout le monde, donc il ne faut pas hésiter également à postuler dans des ONG à l'étranger, ce qui suppose également de maîtriser à minima l'anglais, voire une autre langue. Une autre question de Ili Ortiz Quesada, qui interviendra plus tard. Alors, je vous invite, il y a un programme qui est disponible sur la page de l'AIDIN. Et de tête, il y a 5 intervenants pour 5 panels. Le premier panel, c'est le domaine associatif avec Colline Beitou, qui est conseillère juridique à la Croix-Rouge française dans le domaine du droit international humanitaire. Le panel enseignement-recherche est représenté par le docteur et maître de conférence Monsieur Denis Sacha-Robin à Nanterre. Un autre panel qui concerne le pôle fonction publique internationale représenté par Monsieur David Lemétayer, qui est conseiller, legal advisor à l'OTAN. Et 2 autres panels, un panel advocature représenté par Maître William Julier, spécialiste des questions de DI pénal, et un autre panel plutôt entreprise privée qui concerne la compliance qui est la compatibilité d'une action à des normes qui régit la matière, et c'est représenté par M. Laurent Sade, qui est responsable sanctions et embargo pour le groupe BPCE. Donc voilà pour répondre à la question de Ortiz Quesada. Et pour la question suivante, donc de Sadali, est-il possible de faire un master en droit international en ayant une licence de droit classique, ou est-ce que c'est ouvert seulement aux étudiants en bilicence? Alors pas du tout, il y a la majorité des étudiants du master n'ont pas fait on fait une licence de droit classique. Moi j'ai fait une licence de droit franco-espagnol, mais c'est pas du tout un prérequis pour entrer dans la licence. Vraiment, c'est pas du tout une obligation d'avoir fait une licence, une licence de droit classique convient tout à fait.
Et pour poursuivre, je donne actuellement des TD en PIDH, en protection internationale des droits de l'homme, à des masters bilicence, common law. Il y a des droits français, droit espagnol, droit français, droit russe. Donc la matière de droit international existe également dans les masters bilicence, en option. Mais comme l'a dit Aurore, rien n'empêche de faire une licence, une bilicence et ensuite de postuler à un master spécialisé en droit international. Encore faut-il répondre aux exigences académiques. Oui, c'est ça en fait. C'est plutôt, enfin, on peut avoir fait une très bonne licence de droit classique, ce serait très bien aussi, quoi. Exactement. Voilà, question suivante. Ensuite, une question de Tania Birkozut sur est-ce que le master de droit international prépare-t-il réellement bien au concours de ministère des Affaires étrangères ou faut-il passer par la case Sciences Po obligatoirement? Alors, non. Il n'y a pas une obligation de passer par Sciences Po pour réussir un concours du ministère des Affaires étrangères. Il y a des exemples avec un master droit international des personnes qui ont réussi le concours de la fonction publique. Le concours de la fonction publique au MAE reprend notamment des épreuves de droit international, de droit public, de culture générale et une note de synthèse, il me semble. Il y a ces 4 concours-là, ces 4 épreuves-là. Donc oui, le master droit international prépare bien au ministère des Affaires étrangères. D'autant plus que le master TPDIE à Nanterre, il y a des professeurs dans ce master-là qui travaillent constamment avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, pour vous dire que le master TPDE prépare plutôt bien au concours. D'autres Oui, questions? n'hésitez pas. Quel concours vous intéresse, Tania Bir-Kozut, au ministère des Affaires étrangères? Cadre d'Orient ou cadre général? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que cadre d'Orient implique de maîtriser également une langue étrangère. Parce que dans les épreuves du concours du ministère des Affaires étrangères, la maîtrise d'au moins 2 langues étrangères est recommandée, souhaitable. L'anglais, c'est une obligation. Cadre d'Orient. Donc le cadre d'Orient, il y a une liste de langues qui est disponible sur le site du ministère des Affaires étrangères qui intéresse notamment le ministère. Et donc je vous invite à aller consulter cette liste-là. Alors, une question d'Anthony Visini. Quelle est selon vous l'importance des stages dans les candidatures pour le Master TPDE? Bah, C'est une bonne question. J'invite Aurore à répondre. ouais, bah alors moi, c'est vrai que c'était un peu une angoisse quand j'ai dû en L3 postuler pour le master parce que je n'avais fait aucun stage. D'ailleurs, le stage que je vais réaliser là pour la fin de mon master 2, c'est le premier stage que je vais faire. Donc, c'est quand même l'exemple que ne pas avoir fait de stage avant le master, c'est pas non plus une fatalité. Ça veut pas dire que vous ne serez pas pris. Encore une fois, je pense que c'est quand même. Enfin, nous, on nous dit souvent que quand même la vie associative dans laquelle vous avez pu faire partie, aussi vos notes forcément, si vous avez des lettres de recommandation. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi compenser le fait que vous n'ayez pas fait de stage. Après, c'est forcément valorisé d'en avoir fait. Ça montre aussi votre implication, puis ça peut vous montrer aussi votre intérêt pour le droit international en fonction de là où vous avez fait vos stages. Donc ça reste forcément très important, mais encore une fois, vous ne serez pas recalé pour ne pas avoir fait de stage. Après, candidater à des stages et faire en tant que tel des stages vous permet aussi d'acquérir certaines compétences qui peuvent être nécessaires dans la réussite de votre master et même plus tard pour la réussite de votre vie professionnelle. Donc, on recommande notamment aux étudiants
de manière générale, de faire des stages s'ils le peuvent, et donc de faire des demandes de convention auprès de leur UFR et de faire des stages. Et on n'hésitera pas également, enfin, si vous êtes, membre, si vous intégrez le Master TPDE et que vous venez membre à l'AIDIN, on met souvent à la disposition du réseau des offres de stage dans le domaine du droit international. Donc forcément, pour intégrer des organisations internationales ou des ONG, souvent il est recommandé, la direction des ressources humaines regarde si la personne a fait des stages ou pas. Donc d'où l'intérêt également de faire des stages pour plus tard. Une autre question de Anna Geisman. Malgré toutes ces possibilités que vous présentez, est-ce que le droit international n'est pas un milieu trop bouché? Est-ce qu'on peut être assuré d'avoir un métier après votre master? Bonne question. Bouché, on dit souvent que le droit international est un milieu fermé, réservé à une certaine élite qui aurait fait une thèse et qui aurait réussi, un milieu plutôt sectaire. Effectivement, ces stéréotypes sur le milieu du droit international existent. Mais pour autant, l'AEDIN tente de vous démontrer, d'exposer des carrières tout aussi hétérogènes qui n'ont pas une carrière professionnelle parfaite à la sortie du Master 2, un poste au MAE ou dans une OI. Il y a diverses manières de réussir en droit international à la sortie d'un Master 2. Oui, et puis je pense que comme on parlait tout à l'heure du milieu associatif dans lequel on peut être conseiller juridique, etc., je pense qu'en fonction de ce qui vous intéresse, on peut vraiment trouver aussi ce qui nous plaît. Parce que moi, j'ai souvent eu cette impression de me dire, mais qu'est-ce que je vais trouver à la suite du master? Et je pense que vraiment, il y a quand même de quoi faire. Et puis j'ai assisté à une conférence, pas plus tard que lundi, qui a été organisée par une des directrices du master. Et en effet, c'était sur l'Ukraine et la Russie. Ils nous disait, vous voyez, il risque d'y avoir du travail à l'avenir. Enfin, par exemple, suite à la crise qui est en train de se dérouler. Donc, qu'il y ait du travail, je pense qu'il y en a. Et il faut s'accrocher. Et il faut aussi voir ce qui vous plaît pour ensuite chercher des métiers qui vous plairont aussi. Effectivement. Conseils pour chercher des stages. Donc, je sors de 6 mois de recherche de stage. Et c'est ce matin que j'ai appris que j'étais prise en stage. Donc, conseil pour chercher un stage, s'accrocher. S'accrocher parce que, enfin, on va pas se mentir, c'est difficile. C'est dur. Après, il y en a qui ont trouvé il y a vraiment beaucoup plus longtemps que moi. Donc, tout dépend aussi du milieu dans lequel vous cherchez. Déjà ça, parce que du coup, moi, il y a une fille de classe qui avait trouvé son stage quasiment en septembre. Donc, voilà, c'est pas infaisable. S'y prendre à l'avance. Mais en même temps, encore une fois, ce qui est délicat, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous cherchez, par exemple, moi, je cherchais plutôt dans des associations, ONG, etc., ils n'ont pas forcément les budgets longtemps à l'avance. Donc, moi, je m'étais prise en septembre. C'était beaucoup trop tôt, en fait, parce que le stage était censé commencer en mars. Donc, s'y prendre à l'avance quand même pour mettre un maximum de chances de votre côté. Et puis voilà, en fait, ça, c'est pas lâcher, continuer, relancer. C'est vrai que moi, là où j'ai été prise, en fait, je suis en contact depuis novembre. Et j'ai relancé plusieurs fois et bah, du coup, j'ai bien fait puisque ça a fonctionné. Mais enfin, voilà, je dirais que le principal conseil, c'est ça. C'est rester motivé. C'est pas facile, hein, mais rester motivé et puis multiplier les candidatures. Après, j'en ai pas fait non plus 50. J'ai pas envoyé mon CV partout parce que j'avais quand même envie de faire un stage qui me plaisait et qui avait du sens pour moi, pour mon projet professionnel. Donc voilà. Après, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que la recherche de stage était une condition, notamment, enfin, tu avais le choix entre Oui, absolument. soit faire un stage, soit faire un mémoire de Ouais. recherche. Il faut savoir que le master TPDIE, le second semestre du master TPDIE, en master 2, et on a le choix entre soit faire un stage, soit faire un mémoire de recherche qui sera coefficienté 16. Et donc, c'est notamment dans une optique de sensibiliser à la pratique du droit international très vite, parce que, notamment, c'est un milieu très fermé, et donc il faut s'y prendre à l'avance. Et donc, inscrire les stages dans la maquette du Master TPDE permet d'avoir une ligne sur le CV qui, plus tard, on pourra le mettre en avant pour postuler à des offres d'emploi en tant que tel. Et donc, toi, ton stage, tu le fais où du coup? Je vais le faire à la CIMAD. À la CIMAD. Ça veut dire Comité Intermouvement auprès des évacués.
Donc c'est principalement sur le droit d'asile, le droit des étrangers, et comme c'est surtout en rapport avec les questions européennes, c'est surtout tout ce qui est en rapport avec la procédure Dublin. Voilà, c'est surtout sur ça que je vais La travailler. question de migrants, mer Méditerranée, la CIMAD, ça intéresse Exactement, beaucoup. ouais, exactement. Et D'accord. puis par rapport aux personnes qui sont détenues dans les centres de rétention administrative avant d'être expulsées de France. Intéressant. Voilà. Donc là, on voit bien également une approche du droit international de la question d'asile purement interne. Donc le droit d'asile a aussi une connotation, le droit des étrangers en tant que tel, a également une connotation à l'égard du droit international parce que c'est une convention de Genève sur le statut des réfugiés qui le régit, etc., etc. Donc il y a plusieurs manières aussi de pratiquer, d'aborder le droit international. Et c'est typiquement des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on arrive dans le master et qu'on découvre en fait, et qui sont des choses quand même assez abordables. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour répondre à la question sur conseils pour chercher des stages, pour résumer, il faut s'y prendre à l'avance, faire une lettre de motivation plutôt personnelle et pas qu'on retrouve sur Internet. Ne pas hésiter à contacter en privé les personnes responsables de la dite organisation via LinkedIn. Ne pas hésiter à envoyer des mails. Et donc garder de l'espoir également, parce que c'est important aussi. Ensuite, une autre question d'Anthony Visini en lien avec la question d'Anna, pouvez-vous nous parler des anciens et anciennes du master? Alors, je demanderai à Anthony Visini de préciser sa question. Qu'est-ce qu'il entend par anciens et anciennes du master? Donc, je vais le laisser préciser la question. Tania Birkozut, quel niveau est attendu à la sortie du Master 2 pour envisager le doctorat? Alors, moi je sors de la promotion, enfin je suis de la promotion sortante, donc j'ai fait mon Master 2 l'année dernière et j'ai intégré donc l'école doctorale de Nanterre à début d'année, en fin d'année 2021. Donc quel est le niveau attendu? Alors il faut avoir on va pas se mentir, il faut plutôt une très bonne moyenne qui tourne autour de 14, 15, 16 et surtout faire un très bon mémoire. C'est dans le cadre du mémoire qu'on verra les compétences de la personne, notamment que ce soit les qualités rédactionnelles, de réflexion, d'analyse, donc vraiment les qualités nécessaires requises pour faire un doctorat. Donc voilà. Conseillez-vous d'effectuer un LLM entre le M1 ou M2 ou après avoir obtenu le M2? Tout dépend. Je te laisse répondre si tu veux. Non, mais en fait, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'entre le M1 et le M2, quand même, de ce que j'ai vu, on pense plutôt à quand même finir le master. Donc, je conseillerais peut-être plutôt de faire les 2 années à la suite. En fait, j'en sais trop rien. Je sais qu'il y en a qui ont le projet dans notre promotion de faire un LLM à la sortie du M2. Ensuite, faire entre les 2 années, j'avoue que je sais pas trop. C'est une opportunité aussi, c'est selon vos envies également. Si vous voulez faire une année de césure entre le M1 et le M2 et en profiter pour faire un LLM, vous pouvez. Libre à vous. Après, maintenant que, depuis que la réforme sur les masters sont passées, qu'on garde la même promotion entre le M1 et le M2, il est beaucoup plus difficile d'intégrer par la suite un M2. Ouais. Donc, je recommanderais de faire le LLM à la sortie du M2, comme ça vous êtes sûr d'avoir le M1 et le M2, et de faire le LLM, et d'autant plus que le LLM à la sortie d'un Master 2 aura beaucoup plus sa pertinence, parce que vous aurez une meilleure maîtrise du droit en question, et donc travailler dans une langue étrangère vous permettra, vous optimiserez également vos chances d'acquérir des connaissances en langue étrangère. Sortant d'un parcours très général à Sciences Po, pensez-vous qu'il est aisé d'entrer directement en Master 2 droit international et considérez-vous que les enseignements de Master 1 sont fondamentaux et qu'il vaut mieux postuler en M1? Ça rejoint du coup la question d'avant. C'est que je n'ai pas assez de connaissances en la matière, je ne fais pas les sélections, donc il faudrait peut-être se renseigner également auprès des professeurs en charge du Master TPDIE. La semaine prochaine, c'est le 16 mars? Mercredi prochain à 18 h, il y a une réunion d'information sur le Master justement. TPDIE. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Pas comment on fait directement là pour leur dire qu'on fonctionne. Soit vous nous envoyez un mail Ouais, tout à et fait. on vous enverra le lien de connexion. Enfin, il y aura un doodle normalement. Il a été publié. Donc on essaiera de le mettre là dans les commentaires, le doodle pour s'inscrire à la réunion de mercredi prochain sur le master TPDIE. Et vous pourrez directement poser la question au directeur du master. Ouais. Qui répondront de manière beaucoup plus pertinente à votre question. Mais après, néanmoins, sur est-ce que les enseignements du M1 sont fondamentaux, je pense que déjà, ils sont quand même très différents de ce qu'on voit en Master 2. Il y a quelques matières qui se retrouvent. Par exemple, en M1, on fait du droit économique international, on fait du droit des investissements en M2, donc ça peut un peu se rejoindre. Il y a quand même des éléments qu'on ne voit pas du tout en M2 et qu'on voit en M1, par exemple droit humanitaire, droit des crimes internationaux, et c'est souvent des matières qui peuvent vraiment plaire et qu'on ne voit pas du tout en Master 2. Donc là-dessus, je pense que c'est important de vers le M1 et puis surtout que vraiment aussi le M1 et le M2 c'est très différent. Le M2 nous on a beaucoup plus travaillé notre oral là où en M1 on travaille beaucoup l'écrit et je pense que c'est deux aspects qui sont très différents, très complémentaires et c'est bien d'avoir les deux. Donc c'est vrai que c'est quand même différent le M1 le M2 et voilà, je sais pas si on peut se passer de ne pas faire le M1 et entrer directement en M2. Avant c'était faisable donc c'est sûrement peut-être possible mais voilà avec la réforme encore une fois je ne sais pas dans quelle mesure c'est encore vraiment possible d'être sélectionné directement à M2. Après, je pense que si la qualité du dossier suit, oui, voilà, c'est ça. C'est toujours ça en fait. Les directeurs ouais. ne vont pas refuser. Oui, bien sûr. Mais par exemple, pour le M2 cette année, en fait, ne pouvait entrer. Enfin, je ne sais pas quel est le nombre de places limite, mais c'est-à-dire que c'est simplement s'il n'y a personne qui s'en allait du M2 entre le M1 et le M2, je ne sais pas s'ils auraient ouvert beaucoup plus de places. Donc c'est aussi ça, c'est en fonction du nombre de places qu'il reste. Exactement. Entre les gens qui partent entre le M1 et le M2 cette année, il n'y a qu'une personne qui a quitté le master entre le M1 et le M2. Donc, qui a été remplacé du coup. Oui, exactement, qui a été remplacé, mais ça ne faisait pas beaucoup de places à remplacer. Quoi. Effectivement. Donc il faut en tenir compte aussi. Et du coup, c'était par rapport aux débouchés. Par rapport aux débouchés, donc pour répondre à la question d'Anthony Vizini sur pouvez-vous nous parler des débouchés des anciens et anciennes du master? Alors, de ma promotion sortante, on est 5 ou 6 à vouloir ou à faire une thèse. Sur les autres perspectives, il y a une personne qui bosse, qui a été recrutée à la suite de son stage de master TPDIE à l'UNICEF. Donc comme quoi le stage peut également amener à des opportunités professionnelles. Sinon, d'autres personnes qui bossent dans des associations, qui bossent dans des associations et qui passent également le CRFPA. Donc voilà les débouchés dont j'ai connaissance. Et entre parenthèses, pour les vieux anciens du master, on a quand même quasiment tous nos professeurs actuellement qui étaient des anciens du master aussi, donc pour vous montrer des exemples de débouchés. Et on a aussi tout au long de l'année du master 2 des conférences d'actualité qui sont quand même très souvent dispensées par des anciens du master aussi, qui viennent du ministère des Affaires étrangères, qui sont dans des cabinets d'avocats. Enfin voilà, il y a plein de choses et ce sont quasiment tous des anciens du master aussi. Donc ce master a fait ses preuves à ce niveau. Exactement. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Pour l'instant, non. Pour le moment, ça va. Comme ça, vous présentez exactement Très bien.
Donc, on va laisser place à deux autres membres du bureau qui vont vous présenter leur parcours et prendre la relève sur les questions. Merci pour toutes vos questions. Merci. Bonjour. Je me présente. C'est quoi? Ouais. Ok. Alors, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Margot Gingot. Je suis la vice-présidente de l'AEDIN, l'Association des étudiants de droit international de Nanterre. Donc, je suis dans le Master 2 comme Aurore et ma Master 2 théorie et pratique du droit international et européen. Moi, mon mémoire devrait porter normalement sur la conciliation, donc, qui est un mode de règlement pacifique des différends, et notamment le rôle de l'Union européenne dans la conciliation pour essayer de rentrer au ministère des Affaires étrangères normalement l'année prochaine. Voilà. Emma, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Emma, du coup je suis dans le Master 2 TPDIE avec Margot depuis l'année dernière. Ouais. J'ai fait toute ma licence à Nanterre et là je rédige pour l'instant un mémoire sur la responsabilité des entreprises exportatrices d'armes. Voilà. Et je travaille sur ce sujet dans le cadre de la clinique juridique, parce que dans le master, on vous l'a dit plus tôt, il y a une clinique juridique, donc on peut travailler avec des associations sur des sujets très concrets sur lesquels elles travaillent. Et donc moi, je travaille avec une association qui s'appelle Request sur le secret défense par rapport aux licences d'exportation données aux entreprises exportatrices d'armes. Donc voilà. C'est bien. Alors, on voit qu'il y a deux nouvelles questions. Pouvez-vous nous parler des concours Rousseau et Day of Crisis? Alors moi, je fais partie de l'équipe de cette année pour le Day of Crisis. Donc c'est un concours qui a lieu pendant 24 heures. C'est un concours anglophone, donc avec plein d'autres universités. Cette année, il a lieu à La Haye. Il a lieu à La Haye aux Pays-Bas, mais ça change en fonction des années. Il y a eu à Londres en 2017, il y avait à Paris au siège de l'OCDE, il me semble. Voilà, donc en fait, c'est comme le dit le nom, c'est Day of Crisis. Donc on est là pour résoudre des crises en continu pendant 24 heures et avec des négociations multilatérales ou bilatérales tout au long des 24 heures. Et le concours Rousseau, c'est un concours de plaidoirie. Seyon peut vous en parler, comme il a fait l'année dernière et qu'il fait partie de l'équipe gagnante du concours. Voilà. Tu peux commencer, Emma, tu l'as fait aussi. Donc en fait, moi j'ai participé dans l'équipe, mais c'est Seyon qui a été sélectionné en tant que plaideur. Donc en fait, c'est un concours de droit international. Donc en fait, on a un cas qui est publié vers septembre ou septembre. Et donc c'est un concours qui regroupe plein d'universités francophones dans le monde. Et on a à peu près 6 mois pour préparer des mémoires. Ça, c'est la phase écrite. Et ensuite, il y a des phases orales. Et donc là, c'est des plaidoiries. Et voilà, il y a plusieurs qualifications et jusqu'à la finale. Et voilà. Et pour partager l'expérience, parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience en étant plaideur. Alors traditionnellement, après la phase de sélection, il y a une phase écrite, phase de sélection interne, c'est-à-dire à l'université Nanterre. L'année dernière, on devait être une vingtaine à participer, 18. Et 4 plaideurs étaient sélectionnés. Et donc après cette sélection, il y a une phase écrite, une première phase écrite où on défend un État, où on est aussi bien l'État de demandeur que l'État défendeur. Et on dépose 2 mémoires à une deadline bien précise, c'était fin mars l'année dernière. Et ensuite, on se rend à un lieu qui organise le concours en présentiel. De manière générale, ça se passe comme ça. Ça peut être Cuba, ça peut être le Maroc, Tunisie, cette année c'est Brest. Donc, et
notre année, c'était l'année Covid et forcément, donc c'était en ligne et on s'était réunis dans une maison et on l'a fait là-bas. Et je vous invite très fortement à participer à un concours de manière générale, pas forcément le Rousseau, mais ça peut être peu importe le concours, parce que c'est une occasion de travailler en équipe, d'apprendre le droit, d'appliquer, de pratiquer le droit international d'une autre manière que sous la forme d'une dissertation, d'un commentaire ou d'un cas pratique. Parce que là, pour le coup, on vit avec le même cas pratique pendant 4-5 mois et on se l'imprègne et on bosse sur ce cas pratique-là. Et on plaide contre des universités étrangères. L'année dernière, on a eu la chance de plaider contre des universités brésiliennes, ukrainiennes, donc de Suisse, belge, donc divers États. Et en plus, ça permet d'acquérir des connaissances sur un sujet précis en droit international. L'année dernière, le thème, c'était la coopération pénale internationale. Cette année, c'est c'est l'ingérence numérique dans les élections. C'est calqué sur des éléments d'actualité. Et l'année dernière, on avait 2 cas. C'était une coopération judiciaire, une extradition d'un individu vers un État qui pratiquait la peine de mort et il encourait justement la peine de mort. Et une autre affaire qui concernait le retrait d'un État d'une organisation internationale. Et cette année, c'est calqué sur les éléments d'actualité américaine, durant les élections américaines, à savoir les ingérences numériques dans les élections présidentielles. Donc l'intérêt de participer à ces concours-là, c'est le travail d'équipe, la connaissance, une autre manière de voir le droit international, concrètement. Alors, une autre question. Est-ce que vous conservez des liens entre les promotions? Généralement, oui. De la promotion précédente. Et puis après, l'association organise aussi des événements, un pot de réseau qui permet aux anciens du master de rencontrer les promotions actuelles. Donc c'est vraiment une rencontre entre les un petit peu plus anciens avec les bébés, les petits nouveaux. On fait aussi des pots interpromos entre les M1 et les M2. Donc ça permet aussi de renforcer ces liens entre les promotions, d'accroître son réseau, de faire des rencontres. Et oui, cette solidarité interpromotionnelle. Et oui, en droit international, on sait aussi faire la fête. Donc je vous invite vraiment à faire du droit international, rien que ça. Non, blague à part, mais... Blague à part, oui, c'est vraiment sympa. Et justement, la Aidin promeut cette solidarité-là à travers les pots, à travers justement ce qu'on fait là actuellement, la transmission de l'expérience à des personnes qui s'intéressent au droit international. Donc cette solidarité-là anime la Aidin. Voilà. C'est vraiment un de nos buts de l'association. Alors, une autre question. Outre les connaissances théoriques, vous sentez-vous assez formé sur la pratique et les compétences professionnelles? En Master 1, on fait vraiment beaucoup de théorie parce que c'est vraiment essentiel en droit d'avoir une base solide théorique pour ensuite pouvoir mettre en pratique. En Master 2, on a beaucoup de séminaires. Donc avec beaucoup plus de participation de la part des étudiants. Vraiment, c'est un dialogue entre les étudiants et le professeur qui anime le séminaire. Donc on se sent on se sent plus formé en sortant du Master 2 qu'en sortant du Master 1. Après, moi personnellement, je pense que à la sortie du Master 2, j'aurai toujours cette appréhension de me dire que peut-être que je suis pas assez formée et au final si, mais c'est juste une crainte qui je pense que tout le monde peut avoir. Après aussi, libre à vous de un peu professionnaliser votre M2 parce que justement on nous laisse la possibilité de faire un stage ou de faire un mémoire, et si vous vous orientez plus vers la recherche, alors vaut mieux choisir le mémoire. Mais si vous, c'est vraiment à la sortie du Master 2, vous avez envie directement d'entrer sur le marché du travail, vous pouvez tout à fait faire un stage. Vous pouvez faire un stage entre le M1 et le M2. Et puis aussi la clinique juridique.
c'est super professionnalisant parce que c'est des cas concrets. On travaille en direct avec des associations et puis on n'est plus vraiment dans la théorie, quoi. On est sur régler des problématiques, je sais pas, en droit d'asile, commerce des armes. Voilà, commerce des armes. Les droits de l'homme, l'environnement, enfin il y a vraiment de tout. Donc, et si vous ne savez pas choisir entre la théorie et la pratique, vous pouvez faire comme Emma, à savoir faire un mémoire de recherche et bosser la clinique. Donc tout est possible. Exactement. Alors, bon. On n'a plus trop de questions pour l'instant, donc on va attendre un petit peu que d'autres personnes se connectent ou posent des questions. Voilà. Et n'hésitez pas à suivre également la conférence de cet après-midi à 17h. Là, pour le coup, ce sera vraiment des spécialistes, des professionnels qui répondront à vos questions. Oui, le lien pour l'inscription est dans la barre du chat pour vous inscrire. Merci, c'est gentil. Ah oui, des nouveaux... C'est une question de perspective. Sont les nouveaux commentaires. Ah oui, là. C'est ma mère, c'est quelqu'un. Ah oui, alors une question qui est passée dans les... L'AIDIN semble faire beaucoup de choses pour le master. Comment évalueriez-vous les difficultés qu'il pourrait y avoir à jongler entre votre implication associative et la quantité de travail inhérente à ce diplôme? Très bonne question, ça. Très bonne question. Ouais. Je vous laisse répondre sur vous. Non, si vous savez quoi répondre ou pas. Les difficultés... encore une fois, c'est une question d'organisation. Oui, c'est ça, ouais. Alors, effectivement, à certains moments, il peut y avoir un peu plus de travail. Par exemple, là, quand on organise la demi-journée du droit international et notamment la conférence, il peut y avoir un petit peu plus de travail, mais après, c'est pas prenant au point de ne pas pouvoir non plus travailler le master à côté. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et puis, justement, je trouve ça sympa d'avoir quelque chose qui nous sort un peu juste des enseignements du M2, tout en restant avec nos camarades de classe, dans Nanterre. On reste dans la vie de la fac, mais en même temps, on voit autre chose que les cours. Et puis, c'est sympa aussi d'organiser des événements pour les autres étudiants. Donc, plutôt que... c'est pas la vie associative qui nous empêche de travailler ou quoi, mais c'est justement, ça nous fait voir autre chose et c'est un complément, je trouve. C'est vraiment ça. Et ça nous permet également d'acquérir des compétences, je trouve. Oui, beaucoup. Tout ce qui est administratif et de l'audit ou de création d'un Google Form, tout ça. Donc, je pense que... Non, c'est vrai que c'est quand même très formateur. Beaucoup aussi sur le plan personnel. On rencontre des gens avec qui on n'aurait peut-être pas forcément parlé si on n'avait pas fait partie de l'association. C'est vraiment, on devient vraiment une bande de copains. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et même sur le plan professionnel, par exemple dans la rédaction des mails, on prend contact aussi avec des professionnels. Donc non, c'est très formateur, c'est vraiment très très bien. Et puis il suffit de regarder le bureau de l'année dernière, donc ça n'a pas empêché les membres de M2 de l'année dernière de faire un très bon master, de prendre du plaisir et la qualité aussi suivait. Donc finalement, c'est compatible. Voilà, donc venez dans notre master pour faire partie de l'association. Pas d'autres questions, on va attendre. C'est cool en fait, on pose plein de questions. J'adore répondre. Comme vous venez de beaucoup les questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est avec plaisir qu'on répond à toutes les interrogations. Même existentielles, n'hésitez pas. Oui, si vous avez d'autres compliments à me faire. On a perdu des téléspectateurs en route là. Ah oui. Je crois que c'est toi. Ah oui, on est des remarques. Ouais. Et comme tout à l'heure, on va attendre que... Oui, de toute façon. Une question. J'ai une question là. Ouais. Comment se passe le choix du sujet de mémoire et du directeur de recherche?
Thomas Mandra est décidément bien intéressé par le master TPDIE. Hein. C'est bien. Bah, ça dépend. Il y a le choix du sujet de mémoire. Il y a des personnes qui ont eu une idée de sujet très tôt dans l'année et qui savaient vraiment sur quoi ils allaient le faire. Moi, mon sujet de mémoire, j'avais vraiment une idée assez... Enfin, je suis arrivée avec une idée assez précise. D'autres, au contraire, n'avaient pas trop d'idées de sujet et sont allés voir les profs qui leur ont proposé, ou alors avaient une idée du thème. Et puis, soit le professeur leur a donné des indications pour affiner le thème et que ça devienne un sujet, ou alors les profs aussi peuvent donner les profs des aussi, sujets. Ouais. Mais c'est vraiment, pas d'angoisse à ce niveau-là. Pardon. Non, vas-y. Et après, au niveau du directeur de mémoire, comme on a eu 1 an dans le M1, je pense que c'est pas les affinités, mais les sujets, comment expliquer ? Si, c'est un peu... En fait, déjà, il faut... si vous avez une idée du mémoire ou du domaine, à peu près du sujet, il faut cibler l'enseignant qui est le plus apte à vous accompagner. Et ensuite... Après, c'est selon vos goûts et vos feelings. Aussi beaucoup. C'est très important d'avoir un bon feeling et une bonne entente avec le directeur. C'est vraiment, je dirais même primordial, parce que sinon... c'est propre à chacun, donc c'est après, ça. Ouais. Rien de plus sur le choix. Après, le choix du sujet, c'est aussi... je vous invite également à lire les revues, les articles de doctrine dans les revues, dans la mesure où c'est des articles qui reprennent une tension actuelle sur un domaine du droit international qui peut parfois amener à un sujet de recherche, un bon sujet de mémoire ou voire de thèse. Donc c'est aussi une bonne manière de trouver un sujet. Ouais. Et après, vous pouvez regarder aussi sur notre site. Je ne sais pas si c'est accessible aux adhérents ou pas. Non, je crois pas. Sur le site de la l'AIDIN. C'est peut-être que pour les adhérents. Bon, autant pour moi, oublié. Du coup, vous recrutez à partir du M1. Il me semble que non, parce que les élections du bureau ont lieu vraiment au moment de la rentrée et on ne sait pas encore, je crois, hein. Ou alors juste, en fait, Après, vous pouvez soumettre votre candidature si vous êtes intéressé par l'idée d'intégrer le bureau. Le bureau. Lorsque vous parlez de vous recruter à partir du ME, c'est le master TPDIE ou l'AIDIN ? Je pense que c'est l'AIDIN, non ? C'est l'AIDIN ? J'imagine. Parce que je disais, oui, n'hésitez pas à venir dans le master pour faire partie de l'association. Dans ce cas-là, oui. Moi, je pense que rien n'empêche. Ouais. En M1, on a surtout un représentant au sein du bureau. Que nous n'avons pas cette année. Que nous n'avons pas cette année, mais qu'il y a normalement pour représenter les M1. Sinon, généralement, les membres du bureau sont plutôt en Master 2 et ensuite après des doctorants ou même des anciens qui n'ont plus forcément de lien avec la fac. Enfin, notre présidente, elle est à l'école pour les avocats et donc elle n'a plus de réel lien concret avec la fac et pourtant elle est encore là. Donc l'AIDIN, c'est ça. Ouais. Donc on peut recruter, mais plutôt pour représenter les M1. Ouais. Après, dans l'idée, c'est pas impossible, j'imagine. C'est pas impossible, tout dépend encore une fois de la qualité. Si vous avez déjà une expérience dans le domaine associatif et que vous avez envie de valoriser à l'AIDIN, pourquoi pas. Ou inversement. Ouais. Il n'y a pas de niveau. Ah oui, tu suis. Ouais. Ça arrive plus vite les questions. Bérénice. Pas de plus de questions? On a perdu des soldats. Tu peux attendre. Sinon, on peut un petit peu divaguer. On laisse comme ça tourner. On attend de voir que s'il y a des gens qui viennent. Personne n'a posé des questions si elle n'a pas posé. Ouais. Ah oui, je sais pas. 15. Il chauffe là. Là, il faudra que tu mettes à l'ombre.
Non, mais enfin. Et en fait, il a du mal avec dès qu'il y a une vidéo, un truc comme ça. Ah, c'est bon. Ça va aller mieux. Non, ça enregistre tes blagues. Je parlais blanc. 5 personnes. Ah bah super, tout le monde nous quitte. Donc 4. 4 extérieurs. De toute façon, il est là jusqu'à 17h. Oui, on a le temps. Ouais. Question. Puis on met un message comme quoi on revient dans 15 minutes. Ouais. Et n'hésitez pas entre-temps à poser vos questions. Je marque direct, on revient dans 15 minutes. Ouais, et tu mets juste... Voilà. 10, c'est bien. Hein, non, on le laisse comme non, ça. on laisse comme ça. Et on dit juste, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, Ah, il bloque trop là. Nous rejoignent. C'est très dur d'écrire. Écrire, ouais. Non mais... Dans les commentaires. C'est possible de poser à l'oral. Personne. C'est parfait. Nickel. Bon, je sais pas si on peut couper. Ah ouais? En fait, tu laisses la main ici, tu vois. Ta gueule. Sur le micro. J'espère qu'on m'a entendu. Je sais pas. Bah ouais, non, c'est ça. C'est ce qu'on essayait de faire aussi tout à l'heure. C'est triste qu'on en ait que 5. Ouais, c'est bon. C'est pas réparti. Ouais. On peut le faire maintenant. I don't know. Tu veux faire T'en fais deux, là. Et tu conclus. Et tu présentes le... Je présente le début. Non, en gros, là, je fais ça. Toi, tu fais ça. Après, c'est juste, tu sais, tu nous avais dit juste, nous allons passer à présent au prochain. Pour rappeler les 5 minutes. Tu sais, je l'avais mis sur le regard, regarde le profil le drive. C'est pas tant. La honte. Heidi. Non. Pourquoi ça Parce que je l'ai mis... Non, je l'ai pas mis sur le drive, je l'ai mis sur le groupe, non? Je sais pas. Si, je l'avais mis sur le groupe. C'est du groupe que tu avais imprimé, non? La feuille de route. T'as pas imprimé la feuille de route? Si, il est là. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mes enfants. J'ai mis une feuille de route avec les horaires maximum qu'il ne faut pas dépasser. Ok. Hein? Oui. Ouais. Un message privé. Quelques minutes avant la fin. Tout va bien. Là, on est pensé. Voilà. J'ai pas vu ça une j'ai emporté des mots exprès comme ça. J'ai mis début, 17h05 grand max. Grand max, il faut que vraiment 17h05 l'intro de l'information. Ok. Si
à 10 000 en fonction. C'était belle une fois pour un peu. Les deux premiers modérateurs précisent que les questions doivent être posées dans le fond. 17h20, en max 5. 5 minutes pour présenter les gens, ça me dit. Non, on n'a pas ça. Ouais, c'est ça. Oui, non, oui. Parce que regarde. C'est le cas où ça se décale, quoi. Exactement, voilà. C'est avec une vraie présentation de la polymérie. Genre, on dit comme ça. Et on indique également les consignes. 5 à 10 minutes de présentation et 10 à 15 minutes de questions-réponses. Ensuite, à 25, on commence jusqu'à 30. Ouais. Jusqu'à 30, grand max 35, c'est au fin de 10 minutes. Ensuite, ça, les questions-réponses pendant 15 minutes, grand max. Okay. Et après, à chaque fois, ça s'enchaîne comme ça. Et là, Emma aussi, elle présente. Remercie Madame Lévy, qui présente le prochain congrès comme un prochain rendez-vous. On rappelle des consignes à chaque fois, tu vois. Ah, tu sais, si la personne se connecte après, pas pile au moment, donc on rappelle, je crois. Ok. Même des questions-réponses. Non, c'est Denis Sacha et son nom de famille s'appelle. Son prénom c'est Denis Sacha. Et son nom de famille c'est Robin. Tu peux commencer la conférence, donc merci à tous, on va reprendre. Donc à présent, modératrice, on va laisser la place à nos amis et qui sont comme ça, tu vois, directement ils prennent la parole et ensuite ils vont présenter le prochain thème. Moi je pense que c'est mieux de faire comme ça. Au moins là, tu as quelqu'un qui accueille le public, si tu fais ça là. Bien sûr, je fais ça et ça. Ah, ok, tu peux passer 1 sur 2, comme je suis. Et du coup, après, pour les questions de c'est que s'en fout, c'est un choix, c'est une question, c'est autre chose. Non, je suis en train de dire que voilà.
Parce que, moi, ce que je disais à Eva, c'est qu'il risque d'y avoir des connexions après la présentation. Ce que les filles, c'est on présente le panel et l'intervenant, on rappelle à l'intervenant qui dispose de. Et tu le fais aussi au début, comme ça, le public peut se voir. C'est un ensemble de passages. Le représentant. Oui, le représentant de les deux. C'est Porto qui avait dit oui, qui avait dit oui, on ne peut pas gagner. C'est un mot ou un mot? Non, je pense qu'il leur avait dit bien évidemment. Donc toi, tu l'avais pas? Stop entre Denis et Sacha Leva. C'est Denis Sacha. C'est Denis Sacha Aubin, qui est maître de conférence ici à Nanterre et qui prépare notamment les aussi
Tu lâches tout ton stress à la tubular. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Ah, comment s'inscrire à la conférence de ce soir? Possible. Ouais, je suis d'accord. Tu manges quoi, toi? Bravo.
Alors, cette Les verts, en fait, avec ça, orange et vert, le moyen. Par contre, les bleus, Mais non, mais je sais pas si j'ai écrit, ça me fait peur. T'as pas vu sur le compte LCL là? Ouais, tu fais un virement, ils ont appelé BR, ça fait tellement s'amuser les maisons là. mais alors, vraiment, c'est moins de par contre, je sais pas si les prénoms officiellement il y a des accents ou pas, parce que je crois que sur ma carte d'identité il n'y a pas des accents. Ah, mais il faut que tu regardes sur ton état civil. c'est parce que je fais Sur ton livret de famille. Je pense que c'est c'est pas choisir. conforme à la carte Tu sais d'identité. pas choisir. Non, pas forcément, parce que moi sur mon état civil, genre. Ouais, enfin en fait, genre, sur mon passeport, genre, il y a mon deuxième profil, mais sur mon état civil, il est à la place du troisième. Genre, ils ont renversé. c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Ouais, mais c'est avocat. C'est les prénoms des quand même. Mona, non, j'ai mis, ouais. Mais c'est comme les murs, là, je sais pas. J'avais pas vrai premier prénom, c'est marqué. Non? Mais genre, sur mon état civil, c'est genre, c'est un peu. C'est des agrégats, ils sont je crois que c'est direct du fond. Alors que là, non. Ah, Mona, ça fait très italien. Mona? Ouais. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mais j'aime bien. Mona, ça On va, voit ouais. les débuts et les côtés de coquillage. Mona, ça ne voit pas. Si, oui, il y a plein de On voit pas la cuenta. Ouais, ça vous a bien aidé. Le B2 allemand. Très bien, bravo. Meilleure fois. Ouais. C'est ce que je vous dis pour vous rassurer. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, Ah, oui, ouais. Michel Deutsch. J'ai déjà essayé d'avoir un verre de lait, mais c'est tout que j'avais appris en marrant. Melch. Ouais. C'est quoi le c'est C'est long, hein. Ouais, c'est long, j'ai vu. Ouais, Je peux avoir un verre de lait, s'il vous plaît. Ça va être sympa. Je l'avais commandé là. Bon, on est sur le live. Après, s'il n'y a personne, c'est vrai que c'est pas les gens. Peut-être qu'on peut se. On a 3 spectateurs. En fait, peut-être que si on vient là, si on s'y met, ils seront plus dynamiques. Non. Parce que s'il n'y a personne, ils vont peut-être penser que c'est... Non, mais... Ah, t'aimes bien ce jeu quand c'est des 20 minutes de vidéo. Non, mais il n'y a pas de vidéo maintenant. Mais peut-être que si on y retourne, ça va monter. Oui, parce que tout à l'heure, nous, on commence à présenter. Lola et Bérénice, ça va nous présenter là. Ah bon? Ouais. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que tu On va voir si vous avez réussi. Ouais, non, mais c'est grave sympa, c'est marrant, c'est marrant à faire. Ouais, ça c'est bon. Est-ce qu'on te voit dans Oui, c'est le une blague dessous que j'ai pas vue. Ouais, tu vas nettoyer? Hein? Ouais. Non, bah, ça s'est renversé. C'est une blague. Faut se mettre là? Je sais pas, comme tu veux. Hello. On se revoit. Une personne. On n'a qu'une personne. Ah, deux. Ah, deux. Oh. Je vais me présenter très rapidement. Vas-y, je commence. Pardon? Présente-toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Lola Gorin, donc je suis avec tout le monde en Master 2 TPDIE. J'ai fait toutes mes années à Nanterre et je suis au pôle réseau et partenariat à la EDIN, donc depuis cette année. C'était quoi les autres questions? Mémoire, qu'est-ce que tu Ah fais? oui, alors l'année dernière, j'ai fait un petit mémoire, petit quand même 30 pages, sur la Palestine et les juridictions internationales. Donc ça m'a donné envie de continuer, même si je pense que je suis même sûre que je ne ferai pas de thèse, mais faire cette année un mémoire et le faire sur un sujet qui peut-être me permettrait par la suite de postuler plus facilement dans des institutions dans lesquelles j'aimerais travailler, donc en relation avec des matières ou des domaines du droit que j'apprécie. Mais sinon, je vis au jour le jour. YOLO, one life.
Voilà. Bérénice. Bonjour, moi beaucoup de c'est prénoms. Bénédicte. Je me fais attaquer parce que personne ne se souvient de mon prénom. Oh là là. Bon, moi c'est Bérénice Hugues. Master. Master 2 TPD. J'étais déjà membre de... Attendez. On refait. Je vais me répéter plus tard. Bon. Donc Bérénice, je suis membre de l'AEDIN actuellement en tant que trésorière, co-trésorière avec Mathilde. Et j'étais déjà membre de l'AEDIN l'année dernière en tant que responsable M1, qui est un poste qui maintenant a disparu parce qu'en fait les M1 sont bien intégrés désormais. Et quoi d'autre? L'année dernière, j'avais fait le concours Rousseau. J'avais fait le concours Rousseau, mais je n'ai pas été sélectionnée parmi les 4 finalistes, mais on a quand même participé à la préparation de tout le concours. Et cette année, j'ai fait un mémoire. Alors par contre, je viens de commencer parce que c'était assez compliqué pour moi. Au début, j'hésitais fortement avec un stage, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver. Et à la fin, je me suis dit que en fait, ça ne servait à rien de faire un stage dans un domaine qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai finalement opté pour le mémoire et voilà. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas plus vous en parler parce que c'est très flou pour l'instant. Voilà. Voilà. Eh ben, donc on va terminer le live et on se retrouve dans Une heure. environ 1 heure pour la conférence des métiers du droit international. Le lien est dans le chat. Au revoir.